Bonjour et bienvenue dans ce troisième cours sur l'évaluation des apprentissages au secondaire. Donc, dans ce troisième cours, on va aborder une notion qui peut paraître peut-être un peu simple en apparence. Question des apprentissages. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un apprentissage? C'est quoi un apprentissage? Parce que nous, ça va nous intéresser particulièrement en évaluation parce que on doit mesurer ou observer. Il y a deux grandes opérations qu'on peut faire, c'est l'une ou l'autre. Donc, pour mesurer autant que pour observer, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut capter comme information et donc comment les apprentissages vont se révéler à nos yeux. Donc, c'est c'est le menu, en fait, pour ce troisième cours. Alors, dans ce troisième cours, donc, je poursuis deux objectifs particulier. Le premier, c'est connaître les caractéristiques des apprentissages simples et des apprentissages complexes. Donc, on va voir la différence entre les deux. Et deuxièmement, connaître et appliquer les éléments importants de la politique. Donc, faire croître le succès, c'est le nom de la politique en Ontario. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette politique-là à l'égard de l'évaluation des apprentissages, entre autres au secondaire? Alors, il y a différents courants. Donc, concept pas de compétences, mais d'apprentissage a beaucoup évolué dans les dernières décennies, derniers siècles. Ça fait très longtemps qu'on s'intéresse en fait à cette notion-là d'apprentissage et qu'on essaie de définir, de définir ce que c'est que l'apprentissage. Et pas si simple que ça. C'est pas une sinécure d'arriver à avoir une définition qui serait consensuelle sur un objet qui nous semble très familier. Donc, quand on parle d'apprentissage, on a tous l'impression de savoir de quoi on parle. Mais si on y regarde de plus près, on va voir que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, dans l'histoire, il y a eu différents courants. J'en présente quatre. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de développement de l'apprentissage, donc je vous présente ça en toute modestie. Disons, il y a quatre grandes époques qu'on peut remarquer dans la littérature, c'est-à-dire l'époque du behaviorisme. Il a été marqué par le behaviorisme, époque marquée par le cognitivisme, le constructivisme et l'humanisme. Alors, les frontières ne sont pas nécessairement étanches. Il ne faut pas voir ça comme si dans chacune des décennies, c'était un par rapport à l'autre. C'est une idée qui a évolué donc au fil des réflexions de différents chercheurs. C'est un peu ce que je vais vous présenter dans ce petit tableau, une synthèse en fait de ce que les auteurs importants qui ont collaborer à chacun leur façon, en fait, à ces différents courants-là de l'apprentissage. Donc, pour les behaviorismes, c'est l'idée que le comportement est observable, il est conditionné par des mécanismes internes et externes. Donc, un des premiers à avoir travaillé ce concept-là, c'est Edward Thorndike. Donc, Edward Thorndike, début du siècle dernier. Donc, des travaux importants qui allaient dans ce sens-là. Un autre, évidemment, que vous connaissez probablement tous, c'est Ivan Pavlov, donc, qui était médecin russe, donc formation médicale. Et puis, lui s'intéressait, en fait, pour l'anecdote, il s'intéressait à ce qui se passait au niveau gastrique chez les chiens lorsqu'ils salivaient. Donc, remarquez que les chiens, en certaines circonstances, salivaient. D'où la cloche de Pavlov, que vous avez probablement tous déjà vu au moins une fois. Donc, réflexe conditionné. Donc, le chien, en fait, qui émet un stimulus. Donc, il y a une réponse, en fait, à un stimulus. Donc, le stimulus, c'est la cloche. Et puis, la réponse, c'est le fait de saliver, par exemple. Donc, des travaux importants. Donc, ça a amené ce transfert-là au niveau de l'éducation. Donc, c'est au premier cours, je vous parlais, je vous disais, moi, ça fait une dizaine d'années à peu près que j'œuvre aussi à la faculté de médecine. Mais c'est pas rare, c'est pas le seul cas où on est allé chercher de la connaissance en médecine et puis on l'a appliqué en éducation. Donc, les travaux de Pavlov qui ont été récompensés par un prix Nobel, d'ailleurs, donc des travaux importants. Et finalement, Skinner, donc, qui est
aussi donc un psychologue américain, si ma mémoire est fidèle, et qui a beaucoup contribué à cette idée-là du behaviorisme, du fait de l'apprentissage scolaire puisse être s'expliquer sous la forme de ce mécanisme-là de stimulus-réponse. Alors, deuxième grand courant, évidemment, le courant cognitiviste. Donc, comment passer sous silence les travaux importants de Jean Piaget. Donc, Jean Piaget était psychologue et a travaillé longtemps à observer les enfants, observer l'évolution des enfants, donc le développement des enfants. Donc, ça a amené aux différents stades bien connus maintenant, donc entre 0 et 2 ans, ce qu'on appelle le stade sensorimoteur, donc premier stade de développement des enfants. Par la suite, il y a ce qu'on appelle l'intelligence préopératoire, donc entre 2 et 6 ans à peu près. C'est là que va s'installer la pensée symbolique, entre autres choses, la pensée intuitive, puis les premières opérations concrètes, donc opérations intellectuelles concrètes. Par la suite vient évidemment la période de l'opéralisation formelle de l'intelligence, donc à partir de 10 ans, 10-12 ans, jusqu'à 16 ans, où ça va avoir tendance à se cristalliser. Donc même si les résultats de recherche en neurosciences sont intéressants, donc les travaux publiés il y a quelques années, derniers 5 à 10 ans, montrent qu'une certaine plasticité dans le cerveau. Alors, c'est pas fini. Donc, même l'espoir, même pour des vieux comme moi, que donc on puisse maintenir notre activité cérébrale, notre activité cognitive le plus longtemps possible. Mais donc, Piaget a été évidemment précurseur, en fait, le pionnier de ces travaux-là. Et puis, le deuxième, très important, c'est Jerome Bruner, donc qui, lui aussi, a emboîté le pas, et puis l'importance de l'environnement aussi dans l'explication, ou enfin dans la conception qu'on peut avoir de l'apprentissage. Après la période dite cognitiviste, la période dite constructiviste, donc personne qui est apparue sur le PowerPoint ici, ben c'est nul autre que Vygotsky. Voilà, donc je cherchais mon mot. Donc Lev Vygotsky, qui était aussi psychologue aussi de formation, et donc qui a amené ce courant-là, mais Piaget aussi, donc, mais les deux ne se sont pas connus. Donc Vygotsky, donc pour l'anecdote un peu macabre, mais mort assez jeune, hélas, avait une santé fragile, donc une contribution qui s'est terminée assez tôt, contrairement à Piaget, donc, qui est décédé à un âge assez avancé, mais les deux ne se sont jamais rencontrés, évidemment. Donc, ce sont des positions qui se sont développées. Donc, Piaget a aussi amené cette idée-là, de l'importance de l'environnement aussi sur l'apprentissage des enfants. Et finalement, période humaniste, donc avec la personne qui apparaît ici, Abraham Maslow, donc bien connu pour la pyramide des besoins. Donc, on a tous déjà vu ça, les stades de Maslow, donc c'est de cet individu-là que ça vient. Donc, les besoins de base, et puis jusqu'aux besoins plus de réalisation de soi, par exemple. Donc, et puis, la deuxième personne importante qui a contribué à ce mouvement-là, c'est Carl Rogers. Donc, Carl Rogers, donc, période humaniste, c'est mettre l'accent d'abord et avant tout sur la personne, sur l'individu, et non pas uniquement que l'environnement ou que la réponse attendue, mais aussi des aspects qui relèvent de la motivation. Donc on voit ces 4 grands courants-là. Lequel est bon, lequel est le meilleur, c'est difficile à dire. Écoutez, je pense qu'il faut les connaître, il faut savoir quelles sont les caractéristiques de chacun de ces courants-là, parce qu'à un certain moment donné, dans votre enseignement, ce que vous allez faire aux élèves, ben, ce sera peut-être dans des tâches qui sont plus authentiques, là, ou des tâches où les élèves vont partir davantage de de leurs intérêts. Donc, on serait plus dans une perspective humaniste.
Si c'est des opérations en mathématiques, ou des opérations abstraites de la pensée, ben à ce moment-là, vous seriez probablement plus dans une perspective plus cognitiviste. Hein. Donc, on voit, je pense, ces quatre façons de voir l'apprentissage, de conceptualiser l'apprentissage auquel on peut recourir. Alors, après avoir vu ces différents courants de pensée-là concernant l'apprentissage, maintenant, si on regardait des aspects plus concrets, donc comment on apprend? Donc, une question assez simple, mais comment on apprend? Alors, il y a différentes portes d'entrée. Donc, la première, c'est l'imitation, par imitation. Donc, on voit sur la photo, quand on regarde les autres faire, donc, ça, c'est depuis la nuit des temps. Donc, c'est des savoir-faire maintenant qui ont tendance à se perdre. On peut penser, à titre d'exemple, pour rebâtir Notre-Dame de Paris. Donc, le feu qui, malheureusement, l'a ravagé il y a quelques années. Donc, toute la difficulté de trouver des gens qui ont le savoir-faire. Donc, pourquoi? Parce que c'est un savoir-faire, souvent, qui se transmet de génération en génération ou de maître à élève ou de maître à apprenti. Donc, en médecine, toujours cette allusion-là avec le secteur médical, c'est beaucoup comme ça que les chirurgiens se forment. Donc, ils se forment en regardant les autres faire et puis en participant de plus en plus à différentes étapes d'une intervention chirurgicale. Donc, on apprend, c'est vrai, on apprend en regardant les autres et pensez à comment vous apprenez vous-même. Je dis souvent la blague que YouTube est devenu, là c'est un peu l'ironie de la chose parce que la vidéo ici, elle est disponible sur YouTube, mais YouTube est devenu un vecteur, il y a de tout, hein, comme n'importe quel réseau social, évidemment, des choses insignifiantes, mais on peut retrouver aussi des petits trésors. Alors, donc, quand j'ai des travaux à faire, c'est peut-être votre cas, vous allez peut-être vous retrouver dans cette anecdote-là, mais j'ai plusieurs amis qui me disent, ben écoute, moi je fais la même chose. Donc, quelques personnes que je suis sur YouTube, et puis quand j'ai des travaux à faire à la maison, mais je sais pas comment faire, ben je vais voir, et puis il nous explique, puis il nous montre surtout, donc il le fait devant nous, donc on voit, par imitation, on voit qu'est-ce que la personne compétente est capable de faire. Donc, c'est une façon d'apprendre. Donc, c'est une des façons d'apprendre. Deuxième façon, c'est par induction. Donc, par induction, le grand classique, c'est dans les cours de sciences, vous avez tous déjà vu ça, lorsqu'il y a des démonstrations. Donc, l'enseignant fait une démonstration en chimie et puis demande aux élèves ensuite des questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, pourquoi ça s'est passé comme ça? Et puis, donc, pour développer un sens, une démarche de résolution de problèmes, mais sans que les élèves mettent nécessairement les mains à la pâte. Donc par induction. Donc, on présente un phénomène et puis on discute autour de ce phénomène-là. Une troisième façon, c'est par association. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec les travaux importants de Ivan Pavlov, mais c'est un exemple, évidemment, qui scie bien cette forme-là d'association. Puis je vais vous donner un autre exemple pour illustrer cette façon-là d'apprendre, donc par association. Ça commence à faire déjà un petit moment de ça, mais on avait fait faire une tâche aux élèves du primaire. Donc, c'était les enfants de 4e, 5e, 6e année. Et puis, parce que les enseignantes voulaient leur faire des recherches en sciences, et puis ils ne savaient pas trop comment faire, puis ils se plaignaient déjà à ce moment-là, le fait que les élèves copiaient. Donc, ils copiaient ce qu'il y avait dans les livres ou ce qu'ils pouvaient trouver sur Internet, surtout dans les livres. Donc, on a pensé à ça avec une conseillère pédagogique, et puis on a développé une tâche où les élèves devaient... le contexte, c'était, bon, vous travaillez dans une animalerie ou dans un bureau vétérinaire, et puis
Donc, les gens viennent avec leur animal de compagnie et puis, donc, vous leur dire qu'est-ce que vous avez fait, quels sont les actes qui ont été prodigués ou les soins qui ont été prodigués à l'animal. Donc, il faut faire pour aider à faire ça, faites une comparaison entre un animal et puis l'humain. Et à l'égard de 4 grandes dimensions. Et on avait appelé ça le K. Donc, c'était pour C pour comportement, A pour anatomie, M pour morphologie et P pour physiologie. Donc, fait que les élèves ont fait ça, puis ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de plagiat parce que, bon, c'était une tâche qu'on ne pouvait pas retrouver intégralement sur Internet. Donc, il fallait que les élèves la fassent eux-mêmes. Et donc, je viens avec l'idée de l'association, c'est le transfert. C'est qu'il y a une élève au terme de l'activité qui a dit à son enseignante, elle dit, j'ai aimé ça, mais elle dit, j'aimerais ça, moi, elle dit, ce qui m'intéresse, c'est l'astronomie. Puis elle dit, j'aimerais ça faire une recherche sur les planètes, par exemple. Et dit, l'enseignante lui a posé la question, elle dit, OK, mais tu ferais ça comment? Comment tu ferais ça? Elle dit, je ferais comme j'ai fait là. Donc, je me donnerais j'identifierais des critères, là. Donc, au lieu que ce soit le comportement, l'anatomie, la morphologie, la physiologie, ce serait la taille de l'astre, ce serait la distance avec le soleil, ce serait présence d'eau. Ouais. Donc, vous voyez, donc donc, par association, en fait, cet élève-là a fait du transfert, qu'on appelle. Donc, il a été capable d'identifier les éléments importants dans la tâche qui était demandée, et puis de transférer à une autre tâche complexe. Donc, association, c'est un peu semblable. Essai-erreur. Donc, oui, essai-erreur. Donc, en sport, c'est courant. Donc, ici, on voit sur l'image, donc, un service court, badminton. Donc, les professionnels, les gens très, très compétents, donc, ils en ont fait des milliers. Donc, c'est la même chose au tennis, par exemple. Les premières têtes de série dans les grands tournois du Grand Chelem, c'est des années et des années de pratiquer tout type de service. Donc, et ils ne réussissent pas toujours du premier coup. Donc, certains ont plus de talent, on appelle ça du talent ou des aptitudes, mais ça vient souvent avec son lot de travail. Donc, essaiera. Donc, il faut essayer, se tromper, et puis essayer d'apprendre de nos erreurs. Qu'est-ce qu'on a pas fait comme il fallait, et puis comment on peut corriger le tir pour la prochaine fois. Il y a aussi l'enseignement explicite. Donc, ça, avec les courants, des approches par compétences, on a mis ça de côté, et trop de côté, parce que beaucoup d'enseignants n'ont pas adhéré trop à cette idée-là de développer des compétences chez les élèves, parce que c'est le principe du balancier. Donc, le cours magistral est important, mais ça dépend où est-ce qu'il se situe dans une séquence. Si on commence avec un cours magistral sans trop savoir pourquoi on apprend ça, ça a moins de valeur, ça a moins de portée que si le cours magistral est là est utile dans le cadre d'une tâche, par exemple, que vous demandez aux élèves de faire. Donc, ça va venir d'eux. S'il leur manque des éléments notionnels, ils vont venir vous voir, ils vont dire, écoutez, monsieur, madame, on devrait avoir un cours parce que là, on est prêt, puis on a besoin, surtout pour résoudre la tâche qui nous est proposée. Donc, l'enseignement explicite, fait partie du coffre à outils de tous les enseignants. Donc, il ne faut pas s'en priver. Et finalement, un dernier exemple, puis la liste n'est pas exhaustive, mais on va se limiter à ceux-là pour l'instant. C'est par immersion. Donc là, on va prendre plus l'exemple de l'apprentissage d'une langue. Donc, on connaît tous les programmes d'immersion, donc pour les francophones ou les anglophones au Canada, mais ça se fait dans tous les pays. Donc, l'idée de l'immersion, c'est surtout en langue, c'est, par exemple, pour nous les francophones, être dans un milieu qui est uniquement anglophone. Donc, ça nous oblige à apprendre rapidement, ça nous oblige à nous débrouiller, ça nous oblige à passer par-dessus certaines insécurités.
qu'on pourrait avoir parce que quand tu as faim, euh, c'est euh, c'est un bon incitatif pour apprendre une langue lorsque tu as faim. Donc, il faut se débrouiller. Donc, et tous ceux qui l'ont fait, qui ont fait des séjours en immersion linguistique, ont tous dit la même chose, hein, ou à peu près. C'est-à-dire que au début, c'est difficile, mais c'est rapidement, en fait, on finit par développer beaucoup de compétences dans cette langue seconde-là qu'on est en train d'apprendre. Alors, toujours dans notre quête d'essayer d'identifier, de déterminer une définition consensuelle à l'égard de l'évaluation des apprentissages et surtout de l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? Il y a des écrits récents donc, qui viennent de toutes sortes de domaines. Le premier, en haut à gauche, ici, ce qu'on voit, c'est What is learning? What is learning? A review of the safety literature to define learning from incidents, accidents and disasters. Donc, on voit que les enseignants ne sont pas les seuls, n'ont pas le monopole de cette quête-là de définir ce qu'est l'apprentissage. Donc, dans le domaine de l'aviation, par exemple, c'est une question qu'on se pose depuis longtemps, mais qu'on continue à se poser. Donc, dans ce cas-ci, c'est un article qui date de seulement 2014, donc c'est pas si vieux que ça, 10 ans. Mais, donc, c'est évidemment, dans le domaine aérien, il y a de l'évaluation tout le temps. De la construction de l'aéronef, formation des pilotes, formation des agents de bord. Lorsqu'il y a un incident, évidemment, il y a une enquête. Donc, jusqu'à temps qu'on trouve des raisons de l'accident. Alors, donc, ça fait partie des préoccupations dans ce milieu-là, donc, de la question de l'apprentissage. L'article en haut à droite, tout récent, celui-là, publié l'année passée, je me souviens bien. Donc, même chose, hein? What is learning? Complex conceptual systems, analysis of conceptualizations of learning. Donc toujours cette idée-là de conceptualiser l'apprentissage. Donc, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? Et puis, le dernier, donc, Revue européenne d'éducation, donc, qu'est-ce que l'apprentissage? Et puis, pourquoi on devrait s'en préoccuper ou pourquoi c'est si important que ça, finalement, de savoir ça. Donc c'est pas mal important. On va voir ça dans quelques instants. Bon, tentative de définition. Donc, on va essayer de réfléchir ensemble sur à quoi on pourrait bien comment dire, s'entendre sur ce que c'est, en tout cas, les caractéristiques importantes de l'apprentissage. Donc, premier élément, donc c'est pas nouveau, 1979, Young nous parlait à ce moment-là déjà que c'est un processus. Donc, une démarche, un processus, l'apprentissage, ça s'inscrit dans le temps, c'est pas nécessairement automatique, donc, mais c'est un processus. Donc, un processus qui consiste à dans 79, on parlait consiste à éliminer des représentations. Donc, bien discutable si on est capable d'éliminer des représentations. Donc, c'est pas convaincu, moi, qu'on est capable de faire ça, mais c'était l'idée du processus. Donc, on retient ça, puis l'idée des représentations, parce que ça va revenir. Un peu plus tard, 2022, donc c'est quasi hier. Donc, Spence, qui, lui, nous parlait des efforts. Et ça, je vous en parle parce que ça revient souvent. C'est-à-dire que les enseignants disent sur le terrain, bien beau, toutes les définitions, mais à un moment donné, ça prend de l'effort, puis il faut que l'élève veuille, et puis il faut qu'il se batte là derrière. Et c'est vrai, c'est vrai, l'apprentissage, ça se fait pas... vous vous souvenez peut-être de l'image qui a longtemps véhiculée, le maître qui arrive en classe et puis qui remplit les cruches vides. Mais on sait bien que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une image complètement erronée du processus d'apprentissage. Donc, c'est pas du tout une réalité. Mais ça demande des efforts.
Donc ça, on retient ça. C'est un aspect qui me semble méritoire dans ce cas-ci. Qui s'organise dans une pratique délibérée axée sur les erreurs. Je vous ai parlé de ça au premier cours. Je vous ai dit que ça faisait partie de mes valeurs pédagogiques. Donc, pour moi, l'erreur, elle est centrale parce que dans ma conception personnelle, je ne dis pas que j'ai raison, mais dans ma conception en 2024 de ce que je considère l'apprentissage, il me semble que l'erreur, c'est central. Donc, sans erreur, il n'y a pas d'apprentissage. Et donc, tout le monde fait des erreurs. Donc, il faut valoriser l'erreur, dire, bon, qu'est-ce qu'elle m'amène comme information, cette erreur-là? Et qu'est-ce que j'en fais? Comment je traite l'information? Et quelle est la résultante de cette réflexion-là? Spence amène aussi l'idée du doute. Hein, ces dernières, donc, les erreurs induisent le doute. Donc, c'est ce qui n'est pas facile aussi à la formation, à l'enseignement, parce que vous venez à l'université chercher des réponses. Vous voulez des réponses. Mais l'enseignement, certains vont dire, ça se situe au confluent de la science, les sciences de l'éducation et des arts. Donc, il y a quelque chose aussi là-dedans qui... un peu comme les bons comédiens. Est-ce que ça s'apprend à devenir comédien? Donc, pour certains, oui. Pour d'autres, il faut un certain talent inné, apparemment. Donc, pour être un bon acteur. Donc, là encore, une vaste question. Donc, qui a raison, qui a tort, j'en sais rien. Mais l'idée du doute, ça me semble raisonnable. Donc, dans une perspective de l'apprentissage, de se dire que quand on apprend, il faut douter. Donc, si on ne doute pas, ça peut être dangereux parce qu'on peut pas avoir ce regard critique-là sur ce qu'on est en train d'apprendre, sur l'objet qu'on est en train de définir. Donc, le doute qui initie la recherche. Donc, la recherche, pas nécessairement au sens universitaire du terme, mais qui initie une recherche personnelle, parce qu'on veut savoir, on veut comprendre. Donc, c'est quelque chose, ça, qui est à travailler au secondaire beaucoup, parce que ce que l'on sait, des constats assez forts, c'est-à-dire, vous savez, les enfants arrivent à l'école avec plein de questions, puis ils aiment l'école, et puis ils veulent apprendre, et puis rapidement, ça s'étiole. Donc, ils arrivent parfois au secondaire, donc un peu blasés. Et je pense qu'il faut se questionner à savoir qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre part de responsabilité aussi en tant que pédagogue. Et responsabilité, là, je parle pas de responsabilité au sens personnel, pas vous personnellement, mais collectivement. Il faut collectivement, je pense, qu'on s'interroge sur ce qu'on fait faire aux élèves et puis sur cette perte de motivation-là. Donc, peut-être que l'école n'est pas étrangère au fait que les élèves perdent la motivation à essayer de comprendre. Parce que comprendre, tout le monde veut comprendre. Le monde qui l'entoure veut comprendre ce qui lui arrive. Donc, c'est fait partie de la nature humaine, en fait, résultat de millions d'années d'évolution de notre cerveau. Donc, il s'agit d'un processus, Spence dit, donc c'est une traduction libre dans ce cas-ci, mais il parle d'un bricolage qui va de la réorganisation, donc ça c'est assez intéressant, l'idée de réorganisation, et de la recombinaison de ce que nous pensons savoir à l'amélioration, oups, j'allais un peu rapidement, à l'amélioration de ses connaissances. Donc, l'idée de la réorganisation et de la recombinaison, donc c'était différent de la position de Young, donc fin des années 70, où on parlait d'essayer d'éliminer, éliminer des représentations. Là, on parle davantage d'une réorganisation et d'une recombinaison de ces schèmes explicatifs. On pourrait appeler ça comme ça. Alors, maintenant, regardons une autre définition, mais à ce moment-ci, d'un organisme qui fait autorité, donc qui est l'American Psychological Association, donc l'Association américaine de psychologie, qui présente une définition de ce que c'est que l'apprentissage. Donc, je vous présente une traduction libre de la définition qu'on peut retrouver dans les différents écrits de l'APA.
Donc, pour cet organisme, on parle d'acquisition. Donc, une question d'acquérir quelque chose, d'acquisition d'informations, de comportement ou d'aptitude, après la pratique, l'observation ou d'autres expériences, comme en témoigne. Et là, il y a un mot important, comme en témoigne, le changement. Le changement. Et ça m'apparaît être une particularité importante de l'apprentissage. Il y a quelque chose qui a changé, il y a un avant puis un après. Donc, on parlait tout à l'heure du processus. Donc, l'apprentissage est un processus qui va amener un changement. Il va se passer quelque chose de différent. Changement de comportement, de connaissance, de fonction cérébrale. Bon, l'apprentissage implique une attention consciente, donc, ou non consciente, mais donc peut-être, attention ici, on pourrait peut-être coller ça, l'idée de l'effort qu'on a vu dans la diapositive précédente. Donc, l'idée qu'il y ait une attention, c'est-à-dire que ça peut se faire parfois un peu tout seul, sans nécessairement que ça soit planifié ou volontaire, mais souvent ça l'est. Et l'organisation mentale de l'information. Donc, l'idée des représentations. Je parlerai aussi éventuellement, en salle de classe, je parlerai des conceptions. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais donc les conceptions, c'est les schémas explicatifs que l'on a, qui permettent d'expliquer différents phénomènes. En une représentation, donc là, c'est un mot qui revient, l'idée des représentations cognitives cohérentes, et l'intégration de cette information. Donc, on parle au début de la définition d'acquisition et aussi l'idée de l'intégration de cette information-là, donc le changement, donc on va l'intégrer de façon le plus possible durable, hein, donc que ça demeure un apprentissage durable. Aux connaissances existantes dans la mémoire à long terme. Donc ça, c'est un aspect qui devrait nous préoccuper, nous, parce que il y a longtemps de ça, avec une personne dont j'ai oublié le nom, qui disait il faudrait que l'examen de fin d'année qu'on donne au mois de juin, il faudrait le donner au mois de septembre. C'est là qu'on verrait qu'est-ce qui reste finalement de l'apprentissage des élèves. Pas loin, pas tard. Hein? Donc, l'apprentissage est parfois temporaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Les enseignants de 8e année en mathématiques vont dire, ben, coudonc, vous avez fait l'année passée, il me semble, on dirait que vous n'avez rien appris. On dirait que je suis obligé de refaire le cours de 7e année parce que il y a des lacunes, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été transféré dans la mémoire à long terme. L'apprentissage a été de surface, il a été temporaire, il a été le temps de l'examen, souvent. Puis, au-delà de l'examen, ben, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Donc, ça questionne aussi notre rôle de pédagogue. Hein? Donc, on est là pourquoi et qu'est-ce qu'on veut pour nos élèves? Donc, moi, ma perspective, c'est d'avoir des apprentissages durables. On devrait miser beaucoup plus là-dessus, quitte donc à revoir aussi les évaluations standardisées. Donc ça va faire l'objet d'un cours, donc ça va être épidermique quand on va discuter de ce sujet-là, parce que, bon, les avantages et les limites des tests standardisés, des tests, entre autres, ici en Ontario, de l'EQRE. Bon, donc on progresse, hein, tranquillement, il faut trop vite, on progresse. Donc, l'idée de l'apprentissage, on commence doucement à se faire nous-mêmes notre propre représentation de ce que c'est que l'apprentissage. Donc, moi, ce que je retiens dans mon livre, ce que je suis en train d'écrire, c'est dont je retiens la synthèse de ça, c'est un changement. Donc, un changement qui est basé sur un processus, qui prend lui-même appui sur les représentations des élèves et de leurs erreurs. Donc, pas de surprise, hein, jusque-là. C'est des choses dont je vous ai déjà parlé, mais auxquelles je tiens. Et le changement origine dans le traitement de l'information que l'élève va réaliser afin de faire évoluer de façon durable ces nouvelles représentations vers des acceptions plus justes. Donc, une définition assez large qui
Jasper va faire en sorte de toucher toutes les disciplines, donc mathématiques, français, anglais, mais aussi éducation physique, aussi art plastique, euh, euh, les cours en art dramatique. Donc, je pense, enfin, vous me le direz, euh, votre opinion m'intéresse à savoir, est-ce que c'est cette proposition de définition de ce que c'est que l'apprentissage, est-ce que ça vous rejoint dans votre discipline? Donc, est-ce que c'est une définition sur laquelle vous pouvez tabler, en fait, pour la suite des choses, donc pour l'évaluation de ces apprentissages-là? Bon, sujet chaud. Euh, bon, l'apprentissage, c'est pas égal à l'intelligence. Donc, je vais vous en parler de nombreuses reprises durant le cours, mais il faut faire attention parce que souvent, dans le langage de tous les jours, parfois on ne mesure pas ce qu'on dit aux élèves ou ce qu'on pense parfois des élèves et qu'on entend dans les salles de profs ou à l'extérieur de l'école. Mais ça revient souvent, trop souvent, tu sais. Il ne réussit pas parce qu'il n'est pas intelligent, tu sais, il n'est pas assez intelligent. Donc, faire attention parce que l'intelligence, donc d'abord, l'intelligence, est-ce que ça se mesure? Bon, donc il y a des tests pour mesurer l'intelligence. Maintenant, vaste débat parce que qu'est-ce que l'intelligence? Donc déjà que l'apprentissage n'est pas facile à définir. L'intelligence, à mon sens, est encore plus difficile. Donc, c'est pas simple de s'y retrouver. Est-ce que c'est uniquement l'aspect cognitif? Donc, ça a été pendant très, très longtemps cette dimension-là qui a été mise de l'avant. Là, maintenant, on entend parler d'intelligence émotionnelle. Donc, pour faire un peu, à mon sens, contrepoids à l'intelligence, beaucoup axée sur les tests d'intelligence, sur l'hypothético-déductif, donc les opérations abstraites de l'esprit. Donc, c'est pas simple de définir ce qu'est l'intelligence, mais à mon sens, les deux ne sont pas équivalents. Donc, l'apprentissage n'est pas égal à l'intelligence. Il faut un minimum d'intelligence. Donc, malheureusement, des enfants naissent parfois avec des pathologies graves. Donc, ils ont des QI très bas, frontières. Donc, évidemment, c'est des enfants qui sont en grande difficulté. Des enfants handicapés, donc qui souffrent de problèmes mentaux. Donc, à qui on ne peut pas demander donc, des tâches qui pour monsieur, madame, tout le monde, serait simple, mais pour eux, représente un très, très grand défi. Donc, hélas, c'est des enfants hypothéqués à ce chapitre. Mais les enfants qu'on a dans nos classes, en Ontario, une classe donc, où on favorise l'intégration, donc on a, on peut présumer qu'on a toute une variété de niveaux d'intelligence. Donc, des enfants qui ont des QI probablement très élevés. Peut-être que ça ne paraît pas non plus dans les notes. Donc, ça aussi, des fois, on a des petites surprises parce qu'on fait passer des tests psychométriques à des adolescents, puis on s'aperçoit, comme par surprise, étonnement, ils sont dans ce qu'on appelait à l'époque en douance, ou maintenant on appelle ça les HPI, les hauts potentiels intellectuels, donc quotient intellectuel de plus de 130, 132. Pas rare de remarquer que ces ados-là, souvent, sont en difficulté à l'école. Donc, c'est pas une question cognitive. C'est pas qu'ils n'ont pas les outils cognitifs pour être en mesure d'apprendre. C'est que, bon, il y a toutes sortes d'autres facteurs. Donc, ça peut être des facteurs environnementaux, ça peut être la famille, ça peut être affectif aussi, parce que donc les HPI, faut pas croire, c'est pas facile. Pour un enfant HPI, c'est pas facile parce que le développement affectif ne suit pas toujours le développement cognitif. Donc, une illustration de ça, c'est souvent les enfants HPI à 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, vont avoir
des propos sur la mort, sur l'existence, sur le sens de l'existence, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Donc, des questions, évidemment, anormales au sens statistique du terme, pas normal pour un enfant de 5 ans, mais avec un côté affectif qui ne permet pas nécessairement d'avoir un regard complet, en fait, sur des questions très importantes et puis pas faciles à traiter. Donc, vous allez avoir dans vos classes donc une variété d'élèves et puis il faut vous dire qu'ils ont tous à la base le niveau cognitif, psychomoteur, affectif suffisant en principe pour être capable d'apprendre dans chacune des disciplines dont vous allez avoir la responsabilité. Donc, l'APA, donc toujours l'organisme américain, qui parle d'intelligence comme une capacité de tirer des informations, d'apprendre, de s'adapter, de comprendre et d'utiliser correctement la pensée. Donc, on voit qu'il y a des éléments qu'on a vus dans l'apprentissage. Hein? Donc, l'idée de l'information, du traitement de l'information, et puis... mais l'autre aspect qu'il n'y a pas, c'est la question de l'adaptation. Donc, une définition intéressante, n'est-ce pas, ces années-ci avec les changements climatiques. Donc, ils vont nous obliger, en fait, à nous adapter. Donc, on va voir si l'intelligence collective, en fait, va être à la hauteur de ce que la nature a à proposer, le défi qu'elle va proposer. Alors, examinons maintenant quelques taxonomies. Donc, les taxonomies ont été un peu mises de côté avec les approches par compétences. Donc, depuis une vingtaine d'années à peu près, on parle moins des éléments taxonomiques. Mais elles sont doucement, je trouve, réhabilitées. Donc, on en entend parler de plus en plus, donc depuis quelques années, parce que je pense qu'elles ont leur intérêt, donc pour ce qu'elles ont à apporter. Donc, il ne faut pas les utiliser à mauvais escient, mais quand on sait les utiliser, je pense qu'elles peuvent avoir leur utilité. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une taxonomie très, très connue, celle de Bloom, Benjamin Bloom, donc développé dans les années 50, repris au début des années 2000 par Krathwohl. Puis au départ, donc, la taxonomie de Bloom, c'était la connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse et évaluation. Donc, ça a changé un peu. Maintenant, on parle de mémorisation, de comprendre, appliquer, analyser, évaluer, créer. Donc, créer qui s'ajoute, si on veut, à la question d'évaluation. Et la complexité, donc, la mémorisation, donc, serait, selon cette perspective-là, plus simple, représenterait un niveau plus simple que la création ou l'évaluation ou l'analyse. Donc, ça a du sens, hein? C'est quand on y pense, c'est vrai que peut-être apprendre par cœur quelques mots, c'est plus facile que de faire une analyse sur un sujet complexe. Donc, ça a été, comme je disais tantôt, ça a été beaucoup mis de côté, les approches taxonomiques, parce que on les a utilisées à mauvais escient. Donc, ça a été beaucoup accolé avec les programmes dits par objectifs. Donc, les objectifs spécifiques, les objectifs intermédiaires, les objectifs généraux. Et partir du plus simple au plus complexe. Donc, c'est comme si la perspective était davantage étapiste. Donc, il faut d'abord connaître avant de comprendre. On ne peut pas comprendre si on ne connaît pas, alors que, bon, c'est discutable. On va le voir tantôt, mais des tâches authentiques, par exemple, on peut s'y lancer sans tout savoir. Donc, il y a plein de tâches comme ça qu'on fait dans nos vies ordinaires, où on ne sait pas tout avant de commencer, puis heureusement, parce que sinon, on ne commencerait jamais rien. Des fois, il prendrait tellement de temps qu'on ne ferait rien. Donc, il y a cette perspective-là étapiste, donc je pense qu'elle était plutôt dommageable, donc c'est bien qu'on l'ait mis de côté. C'est pas très cohérent avec ce qu'on a identifié tout à l'heure comme étant une définition
de l'apprentissage. Donc, taxonomie des apprentissages, domaine cognitif. Donc, les travaux de Bloom et son équipe, il n'était pas tout seul, il y avait toute une équipe avec lui là, pour élaborer ça. Donc, travaux qui très bien connus en éducation depuis les années 50. Il n'y a pas que dans le domaine cognitif que des taxonomies, il y en a aussi dans le domaine affectif. Donc, celle ici qu'on a retrouvée dans Berthiaume et Dahl en 2013, donc réception, valorisation et adoption. Donc, 3 niveaux différents de complexité, d'apprentissage dans le domaine affectif. Donc, réception, donc le fait d'être en position d'écoute envers les autres, jusque l'adoption, donc d'être appartenir à un groupe, où s'engager, établir des liens plus durables avec des gens, des organisations, par exemple. Donc, domaine affectif, donc, qui n'est pas à mettre de côté, donc, pour lequel il y a aussi des propositions taxonomiques. Puis finalement, dernière dimension, psychomotrice. Donc, dimension psychomotrice. Donc, des mêmes auteurs, donc l'idée de la perception, de la reproduction, du perfectionnement. Donc, on peut revenir avec notre exemple du badminton de tout à l'heure, mais perception, on peut penser donc le fait de pouvoir voir différents mouvements s'exécuter, reproduction, être capable de les refaire, et puis perfectionnement, donc d'amener des micros-ajustements dans la façon d'exercer certains mouvements pour arriver à la finalité. Donc, 3 taxonomies donc différentes dans différentes sphères, mais qui ont toute cette idée-là, donc de catégoriser en termes de complexité. Maintenant, si on revient à l'évaluation, donc il faut il y a un certain nombre de postulats. Donc là, il faut faire des ponts entre l'apprentissage et l'évaluation. Donc on va y aller doucement, mais on va commencer maintenant. Donc d'abord, le premier élément, c'est que le jugement, l'évaluation, c'est un jugement. Donc, dans la démarche d'évaluation, c'est souvent l'avant-dernière étape, donc jugement, puis vient ensuite une décision qui peut être soit de nature pédagogique ou de nature administrative, mais c'est un jugement. Donc, c'est revenu dans les questions que vous avez posées dans les ateliers du premier cours. Comment on réduit cette subjectivité-là? Donc, je vais en parler quand on va aborder les questions de notation. Je vais parler des biais qui peuvent s'immiscer et puis surtout comment on peut, quelle stratégie on peut mettre en place pour essayer de faire en sorte d'avoir un jugement qui soit le plus possible stable. Donc, qui ne va pas être fluctuant et qui puisse ainsi pénaliser certains élèves ou certains groupes d'élèves. Donc, deuxième point, l'apprentissage, c'est généralement invisible. Donc, dans une foule, si quelqu'un a appris à jouer du violon, écoutez, à moins que vous ayez des dons vous soyez devin, là, mais ça se voit pas. On ne peut pas savoir qui a appris à jouer du violon ou pas. Par contre, si on demande aux gens de prendre un violon et puis de jouer une partie d'un morceau, on va savoir assez vite qui a appris à jouer du violon et qui n'a pas appris. Donc, l'apprentissage, c'est généralement invisible. Donc, il faut susciter une performance au sens large du terme, mais il faut demander aux élèves de faire quelque chose. Il faut qu'ils fassent quelque chose qui démontre, en fait, le changement qui s'est opéré chez eux à l'égard des apprentissages qui étaient au programme. Et puis, finalement, la performance d'un élève se réalise à un moment donné dans un contexte donné. Donc, souvent, ce qu'on va avoir, c'est la photo d'un élève. Donc, tu sais, c'est une photo. Une note, un examen, c'est une photo prise à un moment. Des fois, c'est pas le bon moment pour l'élève, pour toutes sortes de raisons. Donc,
s'il y a des difficultés à la maison, chez nos adolescents, par exemple, des peines d'amour. Donc, des fois, ils ne sont pas dans une prédisposition optimale pour faire la démonstration de ce qu'ils ont appris, mais faut avancer. Le système demande des notes, le système demande de faire le point à différents moments. Donc il faut avoir ça en tête, que c'est une photo. On aimerait mieux avoir une vidéo. Donc, mais j'avais oublié qu'une vidéo, c'est rien de plus qu'une série de photos mises les unes à côté des autres. Et on en met beaucoup, plus que ce que l'œil humain est capable de détecter. Donc, une vidéo, c'est ce que c'est, hein, un appareil vidéo, c'est ce que ça fait. Ça prend des centaines et des centaines, voire de photos à la seconde, aux 10 secondes. Et elles sont mises bout à bout pour créer l'illusion du mouvement. Donc, on a le avant, on a le pendant et on a le après. Donc, on devrait tendre vers des outils d'évaluation qui permettent justement de voir ce qu'on va appeler la progression des apprentissages. Donc, une vidéo plus qu'une photo. Ensuite, le nombre de performances qu'il est possible d'exiger de la part d'un élève, ben, c'est limité. Il y a toutes sortes de facteurs, mais souvent le temps va jouer. Donc, vous êtes dans une école, les périodes sont de 75 minutes ou 60 minutes ou 50 minutes. Bon, ça dépend des écoles, mais la plupart des écoles sont à 75 minutes maintenant. Donc, c'est un facteur limitant. Donc, il faut faire avec le temps qu'on a. Et la question de la fatigue aussi. Donc, dans certaines disciplines, par exemple, en médecine, parfois les étudiants ils font pendant une journée de temps un examen. L'examen dure 6 heures ou 7 heures. Donc, on peut se questionner sur la capacité qu'un étudiant, après 6 heures, 7 heures de travail intense, intellectuel intense, sur sa capacité à bien répondre aux questions, n'est-ce pas? Donc, fait que c'est pas toujours très raisonnable, ce genre de dispositif-là. Donc, dans ce cas-ci, c'est culturel, donc fait partie un peu des mœurs de la discipline. Mais vous voyez, comme en aviation, les pilotes qui ne se sentent pas frais et dispos, peuvent appeler leur compagnie aérienne et leur dire, écoutez, je ne vais pas être d'office parce que je suis pas en état. Donc, j'ai mal dormi ou j'ai pas assez dormi, je me sens fatigué, je sens pas que j'ai pleine capacité pour être capable d'accomplir la tâche qui m'est demandée. Donc, on ne prend pas de risque. Hein. Donc, dans le domaine de l'aviation, donc, les facteurs financiers, mais humains aussi, et évidemment des facteurs disons, des stigmates populaires aussi. Hein. Quand il y a un avion qui s'écrase, écoutez, ça fait la une des journaux et ça amène beaucoup de craintes donc aux gens qui utilisent en fait le transport aérien. Donc, les compagnies font attention, entre autres, à cause de ça. Alors, si on essaie encore une fois de poursuivre notre travail de synthèse, donc, ce qu'on sait, c'est que quand on évalue, on peut s'appuyer sur des mesures ou des observations. Bon. Et à partir de ces mesures et observations-là, faites à partir de performances d'élèves. Donc, performance, là, c'est au sens large. Ça peut être un examen, ça peut être une performance en éducation physique, ça peut être une performance en art dramatique, en art plastique, ça peut être en histoire, ça peut être dans n'importe quelle discipline. Donc, on fait des inférences. Donc, à partir de ces données-là tangibles, on fait des inférences à partir des performances des élèves sur leur niveau de compétence ou sur les apprentissages qu'ils ont réalisés. Donc, ce schéma-là, en fait, représente ce lien-là qui existe entre de faire attention de ne pas amalgamer, si vous voulez, performance et compétence ou performance et apprentissage. C'est pas la même chose. Donc, une performance, c'est une fois à un moment donné, et parce qu'il y a une question de stabilité là-dedans. Donc, parfois, certains élèves vont dire, oui, mais ça aurait été le lendemain, ça aurait été mieux, ça a été la veille, ça aurait été mieux. Donc, on ne sait jamais trop jusqu'où ils ont raison, en fait, dans
leurs arguments. Bon, passons maintenant à un aspect très important pour le cours PED 3553. C'est la différence entre les apprentissages simples et les apprentissages complexes. Donc, on a vu différentes taxonomies, on a vu ce que c'était que les apprentissages. Dans le cours 2, on a vu les fonctions d'évaluation. Donc, maintenant, là, on va s'intéresser à, disons, deux cas opposés sur le continuum de complexité. Donc, des situations SAE pour situations d'apprentissage et d'évaluation simples et complexes. Donc, commençons par le premier élément, première différence entre les deux. Donc, dans une situation dite simple, il va y avoir une seule bonne réponse. Donc, en mathématiques, à titre d'exemple, les cahiers d'activité regorgent de situations simples. Donc, complexe, certes complexe d'un point de vue cognitif, mais simple au sens de la tâche qui est demandée à l'élève. Donc, 2 plus 2, ça fait 4. Donc, c'est une connaissance, c'est un élément de compréhension. Il faut être capable de l'appliquer. Mais il y a juste une barre, du moins dans les mathématiques de tous les jours. Donc, les mathématiques très avancées, ça peut donner un autre résultat, mais on n'ira pas là. Tandis qu'une situation d'apprentissage complexe, il peut y avoir plus qu'une bonne réponse. Donc, je reviens sur l'exemple que je vous donnais plus tôt dans cette vidéo sur la recherche faite par des élèves du primaire. Donc, c'était une des caractéristiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un élève qui a fait la même chose. Ils n'ont pas utilisé le même animal. Quand on leur demandait la morphologie, ben, ils ne faisaient pas référence aux mêmes aspects morphologiques. Ils n'ont pas fait référence aux mêmes aspects comportementaux. Donc il y avait ce choix-là de la part de l'élève. La notion de choix est cruciale dans la détermination de ce qu'on se considère une tâche complexe. Donc, une seule bonne réponse versus plusieurs réponses pertinentes possibles. Ensuite, ben, une tâche simple, généralement, il y a une seule démarche. Donc, c'est pas, il n'y a pas 50 façons. Ceux qui ont des enfants vont comprendre, mais l'apprentissage des tables de multiplication, ben, ça se fait encore en 2024, donc par cœur. Donc, il faut pratiquer et puis il faut les pratiquer jusqu'à temps que l'enfant les sache par cœur. Donc, la mémorisation, certes, il peut y avoir des stratégies différentes. L'élève peut faire ça tout seul, cacher les réponses et puis regarder. C'est vrai, c'est une stratégie intéressante. Mais généralement, donc, il y a une démarche prépondérante par rapport à une tâche complexe où il peut y avoir plusieurs bonnes façons de réussir la tâche qui est proposée. Bon, j'en parlais tantôt, j'ai rapidement évoqué cette idée-là, mais dans une tâche simple, l'élève n'a pas le choix. Donc, traditionnellement, quand on parle de situation d'apprentissage courante en sciences, en mathématiques, en histoire, bien souvent, c'est des questions fermées. Donc, l'élève n'a pas de choix. Donc, il faut qu'il réponde à ce qu'on lui demande. Et puis, tandis que dans une tâche complexe, l'élève a du contrôle sur la tâche. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans une vidéo précédente, mais au niveau de la motivation, on sait que ça joue. C'est lorsque les élèves ont du contrôle sur la tâche qui leur est demandée, souvent, ça a un impact sur la motivation de l'élève. Donc, quand on permet aux élèves de faire des choix, ils se sentent plus investis, ils sont plus partie prenante finalement de ce qu'ils ont à apprendre. Évidemment, si ça vous fait peur, si vous êtes un enseignant novice anxieux, ben je vous dirais, allez-y pas tout azimut pour commencer. Donc, vous pouvez y aller de façon graduelle. Donc, offrir des choix,
la tâche dont je vous parlais tout à l'heure, la recherche, si ça peut vous rassurer, allez-y avec, vous déterminez les dimensions, le camp, le comportement, l'anatomie, etc. Et puis vous dites aux élèves, ben écoutez, vous avez le choix d'un animal, mais il faut que ce soit un mammifère. OK. Donc on vient de réduire considérablement le choix des élèves. Ça peut être, toujours en faisant référence à cette tâche-là, de dire, ben écoutez, comportement, il doit y avoir tels éléments, donc j'y tiens. Par contre, au niveau physiologique, mais à ce moment-là, vous pourrez... donc, vous voyez, le contrôle, c'est un curseur. Donc, un curseur qu'on peut déplacer. Un peu plus de contrôle, un peu moins de contrôle. On peut négocier avec les élèves, avec lesquels on peut jouer aussi en fonction de ses propres capacités, de ses propres compétences en enseignement, ses propres compétences en évaluation. Donc, fait que ça peut se faire, en fait, à son propre rythme. Élément suivant, donc l'énoncé dans une tâche simple donne souvent des indices sur la démarche et puis sur ce qui est à faire. Donc, il y a des consignes, autrement dit. Donc, ça peut aller jusqu'à l'espace réservé pour que l'élève puisse répondre. Ce qui est moins le cas ou pas le cas avec des tâches complexes. Donc, l'énoncé ne donne pas d'indices. Donc, on n'induit pas ni la méthode, ni nécessairement un résultat précis. Donc, sur ce qui est demandé. Dans une situation simple aussi, l'accent est mis évidemment sur le contexte scolaire. Donc, on voit tantôt, il y a une diapositive à ce sujet-là qui est un peu rigolote. Donc, c'est un contexte scolaire, un contexte d'école versus une situation complexe où on va avoir un contexte davantage de la vie courante. Mais comme je vous disais tantôt, on va en parler de façon un peu plus précise dans quelques diapositives. Dans une tâche simple, donc l'évaluation. Le rôle de l'évaluation, l'accent est surtout mis sur les aspects sommatifs. Moins sur le volet formatif de l'évaluation. Alors que dans une situation complexe, ça change la perspective parce que une tâche simple, donc vous pouvez avoir un plan de leçon, les élèves réalisent des tâches, vous corrigez avec eux, vous voyez des difficultés, il y a un examen, et puis ainsi de suite. Tâche complexe demande une beaucoup plus grande planification de la part de l'enseignant parce qu'il y a des éléments de preuve, d'apprentissage qu'il faut capter pendant que les élèves sont en train de le faire. Donc, parfois, il faut recueillir les brouillons, il faut recueillir les premières traces de ce que les élèves ont fait pour résoudre la situation qui leur était présentée. Donc, ça demande en fait une planification qui est plus importante de la part de l'enseignant. L'évaluation, donc ici je reviens sur cet aspect-là, mais un accent important au niveau des tâches complexes liées à l'évaluation formative. Et finalement, le dernier aspect, donc dans des tâches simples, c'est souvent une suite. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, on fait premier plan de leçon, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à la fin de l'étape, donc fin du trimestre. Donc, tandis que dans des situations complexes, l'évaluation est basée, on dit, principalement sur l'ensemble de la tâche. Donc, pas que de certains éléments, mais sur la globalité de ce qui a été fait et on va mettre l'accent sur la démarche et le produit. Pas que le produit, pas que la réponse, mais aussi comment l'élève a fait la tâche qui lui était demandée. Donc, ça, c'est un aspect important. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Parce que ce que vous avez à faire pour le travail de session, c'est une tâche complexe. Vous devez, entre autres, bâtir une tâche complexe à administrer à des élèves fictifs. Donc, dans certaines disciplines, ce ne sera pas difficile parce que en éducation physique, par exemple, ça fait partie inhérent, ça fait partie de la discipline que de mettre les élèves dans des situations de tâches complexes. Hein. On leur demande de participer à un tournoi, par exemple. Ben, écoutez, là, on est dans des conditions parfaites de complexité parce que il faut pas non seulement être en bonne forme physique, il faut
il faut maîtriser les techniques. Si c'est au volleyball, par exemple, alors les touches, les smashs, réception de service, il faut maîtriser la technique, mais pas que. Faut qu'il y ait un esprit de corps dans l'équipe. Donc, c'est important. Il faut qu'il y ait des stratégies. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on sert, qui, de l'autre côté, est plus faible. Donc, on va exploiter cette faiblesse-là. Changement de rythme aussi dans un match. Donc, il y a des points qui font plus mal quand on les perd à certains moments que d'autres. Donc, comment psychologiquement aussi on réalise cette tâche complexe-là. Donc, on voit là, dans une situation en sport, en fait, c'est assez facile à voir, mais on peut le faire dans n'importe quelle discipline. Donc, dans toutes les disciplines, c'est ce qui vous sera demandé. Un exemple tiré de ma thèse de doctorat, donc qui date déjà de plusieurs années, pour vous montrer qu'une tâche complexe, ça peut tenir en quelques lignes. C'est pas parce que ça s'appelle une tâche complexe là, que c'est un livre de 300 pages là, que il faut préparer pour les élèves. Donc, vous voyez ici, là, elle fait même pas 4 lignes. Donc, les balles jouent un rôle fort important au tennis. Elles doivent être bien conçues afin de résister au choc violent de la raquette et en plus de bien rebondir. Déterminer une variable qui peut influencer le rebond de la balle et démontrer, preuve à l'appui, comment cette variable peut influencer le rebond. Alors, tâche en apparence plutôt simple, mais si on applique notre grille de lecture précédente, donc notre grille de lecture précédente, je vous les représente rapidement. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs bonnes réponses possibles? La réponse, c'est oui. Donc, cette tâche-là a été expérimentée auprès de plus de 500 élèves. 24 écoles. Donc, et puis, il y a eu toutes sortes de solutions très ingénieuses de la part des élèves. Donc, pour des élèves, ils ont choisi la matière. On se dit, on a remarqué que les balles du Dollar Store, du Dollarama, rebondissaient moins que les bonnes balles qu'on peut acheter en magasin. Je nommerai pas les marques, mais on les connaît. Il y en a qui ont pensé à la température. Donc, ils ont mis les balles au congélateur pendant 20 minutes et puis ont regardé, examiné s'il y avait une différence avec une balle laissée à température pièce. Il y en a que c'est la surface. Il y en a, donc, il y a eu plein de réponses différentes. Plein de démarches aussi différentes. Donc, plusieurs réponses possibles. Est-ce que ça marche avec cette tâche-là? Oui, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a plusieurs démarches? On vient de le voir, certainement. Est-ce qu'il y a des choix à faire? Oui, il y a des choix. Donc, chaque élève, il travaillait en binôme. Donc, chaque groupe d'élèves, en fait, avait le choix de la variable et puis le choix du protocole expérimental à mettre en place. Est-ce que l'énoncé offre des indices? Non. Donc, il n'y a pas d'énoncé sur la façon de réaliser la tâche, autant au niveau du produit que de la démarche. Est-ce que c'est un contexte de la vie courante? Certainement. Bien sûr que c'est un contexte de la vie courante. Même que les compagnies qui fabriquent des balles examinent, en fait, ces variables-là. Donc, ça fait l'objet, en fait, de recherche et développement. Donc, c'est bien sûr très bien contextualisé. Évaluation formative, oui, c'est positif. Si ça vous intéresse, je pourrais vous rendre disponible. Il y a le cahier de l'enseignant, il y a le cahier de l'élève aussi qui vient avec ça. Mais donc, l'enseignant pouvait voir le déroulement. Donc, comment ça se passait, et puis pouvoir intervenir aussi parce qu'il y a eu des élèves aussi en difficulté qui avaient de la difficulté à circonscrire le problème. Puis il y a des élèves aussi, ils ne voulaient pas... c'est contre-didactique. Contre-didactique. C'est pas normal. Comment ça se fait que j'ai des choix? Donc, il y avait beaucoup d'élèves, puis il ne faut pas croire, souvent ce qu'on appelle les premiers de classe. Là. Donc, les meilleurs élèves qui étaient un peu sous le choc parce que là, on sortait de leur zone de confort. C'est-à-dire que là... il faut que je fasse un choix. Tout d'un coup, que je me trompe. C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? C'est ce qui est demandé. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a de bonnes et moins bonnes démarches, mais bien des réponses sont possibles. Donc, accent sur l'évaluation formative dans ce cas-là, bien sûr, et puis sur la globalité de la tâche, dans ce cas-ci, c'est un laboratoire, donc c'était pas que le résultat
de l'effet de la variable, mais c'était aussi comment les élèves avaient tenu compte de la démarche, et puis est-ce qu'ils avaient travaillé de façon rigoureuse, et puis comment ils avaient présenté leurs résultats, etc. Donc, on voit que dans cet exemple-là, qui est tout, tiens, en quelques lignes, hein, donc on voit que tout y est. Donc, on a toutes les caractéristiques recherchées pour une tâche complexe. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Quand vous allez développer votre tâche complexe, refaites l'exercice que je viens de faire, faites le modelage. Donc, reprenez votre tâche, l'ébauche de votre tâche, et puis mettez-la dans le tableau que j'ai présenté et regardez, voir si ça fonctionne ou pas. Alors, examinons quelques exemples. Tableau qui est présenté ici, on voit dans la colonne de gauche, on a des situations d'apprentissage ouvertes, très ouvertes, j'oserais dire. Et dans la colonne de droite, la même situation, mais moins ouverte. Donc, dans l'esprit de vous approprier cette idée-là de situation d'apprentissage ouverte et fermée et le faire à votre propre rythme. Donc, essayons de voir quelles sont les variables dans chacun des énoncés sur lesquels vous pouvez travailler pour augmenter ou diminuer le niveau d'ouverture de la tâche. Donc, premier exemple, donc situation très, très ouverte. Quelles sont les causes de la Deuxième Guerre mondiale? Alors, écoutez, il y aurait des thèses de doctorat probablement à écrire là-dessus. Donc, les causes sont évidemment nombreuses. Donc, tâche donc très, très ouverte. En contrepartie, à droite, on voit identifier une des causes principales. Donc, déjà, on vient de resserrer, de refermer le problème parce qu'on demande aux élèves de choisir une cause. Bon. Qui a mené à la Deuxième Guerre et expliqué en une page. Ah! Donc là, on vient d'ajouter une contrainte. Contrainte sur les pages. Donc la longueur de la production de l'élève, c'est un élément qui peut jouer sur la complexité, en quelque sorte, parce que si c'est 10 pages, une page, donc on ne s'attendra pas, on n'aura pas les mêmes attentes. Donc, le nombre de pages, dans ce cas-ci, est une contrainte intéressante à intégrer si vous souhaitez fermer davantage la tâche. Donc, expliquer son impact et son importance historique. Donc, importance historique ici, on pourrait davantage refermer. Ça pourrait être sur les aspects économiques, sur les aspects sociétaux, ça peut être sur les aspects même en éducation. Donc, si vous trouvez que c'est déjà trop ouvert, vous pourriez refermer, donc à partir de cet élément-là dans l'énoncé. Deuxième exemple, plus en biologie, donc quelles sont les différences et les ressemblances entre les cellules animales et végétales? Donc, question encore une fois très ouverte, qui pourrait être reformulée de la façon suivante. Donc, énumérer, expliquer 3 différences entre les cellules animales et végétales. Donc, 3. 3, puis je ne l'ai pas mis, mais vous pourriez ajouter, présenter vos résultats sur un schéma d'une page, 2 pages. Bon. Donc, vous voyez, il y a bien des façons d'ajouter des contraintes pour fermer ou ouvrir une situation d'apprentissage. Troisième exemple, donc en basant sur une séquence vidéo, analyse des stratégies mises en place par les 2 équipes de football et expliquer comment l'équipe perdante aurait pu remporter l'essai. Donc, situation très authentique, très, très ouverte aussi, qu'on pourrait refermer un peu. En basant sur la séquence vidéo, explique la stratégie de l'équipe offensive et la stratégie de l'équipe défensive. Donc, vous voyez là, on disait tantôt, on n'induit pas la démarche, on n'induit pas... Là, on l'induit un peu plus, on induit un peu la démarche de l'élève. On dit, oui, mais là, il faut que tu nous parles des stratégies de l'équipe offensive et des stratégies de l'équipe défensive. Donc, on induit quelque chose. Et suggère une stratégie qui aurait permis à l'équipe perdante de remporter l'essai et dites pourquoi. Donc, on voit que là, on a davantage resserré mais ce n'est pas une tâche, pas une situation qui est fermée, complètement fermée, parce que ça demande beaucoup d'analyse de la part des élèves.
Dernier exemple, pourquoi les jeunes ont-ils recours à la violence? Donc, encore une fois, une question très, très ouverte. Qu'on pourrait reformuler ainsi, donc 4 raisons. Donner 4 raisons qui expliqueraient pourquoi les jeunes peuvent recourir à la violence. Indiquer celle, au singulier, qui vous semble plus plausible, la plus plausible et explicative, et justifier votre choix en un court paragraphe de 500 mots. Donc, on voit ici la question de la longueur de la production, en fait, vient nous aider. Donc, lorsqu'on souhaite davantage refermer la tâche. Donc, voilà, ces différents exemples-là montrent qu'on est capable de faire ça. C'est faisable, c'est raisonnable de fermer, ouvrir les situations qu'on présente aux élèves. Et l'idée, c'est pas de faire tout un ou tout l'autre. L'idée, c'est de varier, donc d'avoir une différenciation dans vos approches pédagogiques, ce qui va amener une différenciation au niveau des démarches évaluatives, parce qu'on n'évalue pas des situations ouvertes comme on évalue des situations fermées. Donc, c'est ce que vous allez faire dans le travail de session. Donc, le travail de session, l'observation va se faire à partir d'une tâche complexe. Tandis que la mesure va se réaliser à partir de situations plus simples. Donc, c'est le travail qui vous attend. Pour terminer, j'en ai parlé un peu durant la présentation de cette vidéo, la question de l'authenticité, donc l'évaluation authentique. Donc, des situations qui sont calquées, ont beaucoup de points communs avec des situations de la vie courante. Donc, ce qu'on peut faire dans le cadre de nos activités quotidiennes. Donc, les situations authentiques, tantôt j'en parlais, je disais qu'il y avait peut-être un petit exemple rigolo, mais c'est celui-là. Donc, tâche qui n'est pas... on peut comprendre souvent en mathématiques pourquoi on pose ces questions-là, mais des fois, quand on prend juste 2 minutes, juste pour ça, on s'arrête, puis on regarde ça, puis on se dit, ouais, est-ce que ça a du sens, ce qu'on demande aux élèves de faire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'ils vont utiliser dans la vraie vie? Est-ce que c'est vraiment une connaissance ou une démarche que vraiment ils vont être capables de refaire? Donc, des fois, on peut se poser des questions. Donc, l'idée de l'évaluation dite authentique, c'est de partir davantage de situations de la vie courante. Donc, c'est aussi, je pense, une façon de combattre les intelligences artificielles de ce monde, toutes les intelligences artificielles de ce monde qui vont nous envahir dans les prochaines années. Donc, il faudra demander aux élèves de faire des choses que, on n'est pas capable de faire ou de retrouver intégralement faites sur Internet. Je vous laisse sur les travaux de Grant Wiggins, donc, qui est un auteur très important, donc beaucoup travaillé sur la question de l'évaluation authentique. Et donc, il nous laisse, hélas, décéder assez tôt. Il laisse 3 legs, à mon sens. Donc, il parlait toujours de la question de la planification à rebours. Donc, on va en parler dans une prochaine vidéo. L'idée de la planification de la rebours, c'est assez simple. C'est de partir de la finalité. Donc, qu'est-ce qu'on veut que les élèves soient en mesure de faire? C'est quoi le changement? C'est quoi les apprentissages qu'ils ont faits? Et puis de revenir comme ça, jusqu'au début et puis de voir la séquence. Donc, la question de la planification de la rebours est importante. Wiggins parlait beaucoup de l'importance de la rétroaction. Donc, rétroaction pendant que les élèves sont en train de faire la tâche. Donc, ils ont besoin d'avoir de l'appui, ils ont besoin d'avoir de la guidance pour savoir si ça va ou si ça ne va pas. Puis finalement, montrer de l'empathie. Donc, j'en ai parlé au premier cours, je reviens sur cet aspect-là. Parce que Wiggins, pour celles et ceux qui iront voir la vidéo que j'ai mis, une de ses conférences sur le campus virtuel, Wiggins, c'est ce qu'il dit, on tient parfois pour acquis que les élèves, pour nous c'est facile, pour le maître c'est facile, mais des fois on oublie d'où on part, on oublie comment on était à 14 ans, 15 ans, 16 ans, donc on oublie... parce que, on a du bagage et puis on a des connaissances, on a des compétences. Donc, il faut être capable d'avoir cet esprit empathique-là pour revenir puis se mettre à la place aussi des étudiants, des élèves. Donc, c'est un aspect important de l'élément de sagesse que nous a légué Grant Wiggins.
Donc, Wiggins a beaucoup travaillé avec McTighe aussi. Donc, en 2005, ils ont produit un papier dans lequel ils identifiaient 3 étapes, identifier les finalités. C'est un peu la question de la planification robot, dont je parlais tantôt. Déterminer concrètement les preuves d'apprentissage. Donc, ça, c'est un exercice à faire autant pour le prof que les élèves. Donc, il faut, dans la pratique de l'auto-évaluation, puis de la métacognition. Donc, je reparlerai de ces concepts-là dans une prochaine vidéo, mais c'est à développer chez les élèves. Il faut apprendre aux élèves aussi comment s'auto-évaluer et comment avoir un regard métacognitif sur ce qu'on est en train d'exécuter comme tâche. Et finalement, planifier les activités. Donc, c'est facile de planifier des tâches simples. C'est pas compliqué. C'est des plans de leçons qui sont faciles à faire. Mais des tâches complexes, c'est plus, ça demande plus de temps et plus de plan B et plan C. Donc, s'il y a des difficultés, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est des aspects sur lesquels il faut réfléchir. Finalement, je vous laisse sur quelques questions qui restent peut-être en suspens à ce moment-ci. Donc, comment évaluer des apprentissages sans être en mesure de les définir? Hein? Donc, comment on peut arriver à faire ça? Deuxième question, comment rendre visible ce qui ne l'est pas? Donc, c'est ce qu'on va voir au prochain cours, entre autres, cours 4, qui va porter sur la mesure, et éventuellement le cours 5 sur l'observation. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme situation aux élèves pour capter l'invisible? Comment peut-on motiver les élèves à apprendre aussi? Donc, je pense que les travaux de Wiggins sont éclairants à ce sujet-là. Je pense que situation authentique, ça peut certainement aider à aller dans le sens, en fait, d'une meilleure appropriation de la part des élèves, des apprentissages qu'ils ont à réaliser dans le cadre de vos disciplines. Alors voilà, ça met un terme à notre cours numéro 3. Donc, on retient donc beaucoup d'éléments dans ce cours 3, un cours assez chargé, donc sur définition d'apprentissage, que c'est que l'apprentissage, la complexité, les situations simples, les situations complexes, l'authenticité, donc les éléments qu'on a vus et qu'on aura l'occasion de reparler évidemment dans le cours.